Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international. Nous parlerons ce soir des mesures tarifaires américaines qui mettent le feu à la poudrière et surtout qui créent la panique au sein de l'Union européenne. Ces craintes justifiées, il n'y a qu'à voir donc les pourcentages de taxes de Trump qui sont réservés à l'Europe et également à la Chine. Mais une marge de manœuvre a été accordée tout de même à l'Europe pour pouvoir dialoguer et négocier alors que la Chine en a été exclue. Tout de suite, retour sur cette affaire. Pour en parler, nous recevons ce soir avec beaucoup de plaisir Hichem Lamissi, secrétaire général de l'Institut international pour la paix à Genève, le JPRI. Merci, monsieur Hichem Lamissi, d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir. Merci à vous. Alors, pour commencer, Hichem Lamissi, il y a eu quand même beaucoup de mouvements sur le plan donc, de l'actualité de ces derniers temps et cette semaine, et surtout par rapport aux taxes tarifaires imposées par Trump qui compte absolument renflouer les caisses américaines et revenir vers un protectionnisme américain, alors que l'Europe, après le Covid, a employé la même méthode, mais aujourd'hui, peut-être se trouve choquée par ces mesures ou ces mesures tarifaires américaines. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ces mesures tarifaires impactent l'Europe ou la pénalisent ? Effectivement, ces mesures tarifaires vont impacter très fortement les économies européennes, puisque Trump a décidé justement un niveau de taxation qui a surpris les économies européennes, à hauteur de 20 ou 21%, si on reprend les données exactes. Il faut voir que l'Union européenne, dans sa relation commerciale avec les États-Unis, bénéficie, entre guillemets, d'un excédent commercial relativement important qui avoisine les quasi 300 milliards d'euros ou de dollars par an. Donc le coût risque d'être très dur pour les économies européennes qui, très clairement, à travers leurs exportations sur lesquelles elles comptent beaucoup dans la relation avec les États-Unis, vont se trouver à être impactées assez durement. On peut penser à un certain nombre de secteurs. On peut penser par exemple au secteur automobile allemand qui est déjà impacté par toutes les mesures qui ont été prises à l'échelle de l'Union européenne dans vous savez, cette politique d'interdiction à terme des véhicules thermiques, et là qui reçoit vraiment un énorme coup sur la tête. On a déjà des informations qui disent que certains constructeurs automobiles allemands, notamment BMW, si je ne me trompe pas, ou Audi, envisagent de se retirer tout bonnement du marché américain, considérant que la marque ne sera plus du tout compétitive sur le marché américain. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a affaire à un véritable tsunami économique qui se traduit par le krach financier que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ces mesures protectionnistes, ce ne sont pas les mesures protectionnistes que peuvent prendre, par exemple, un État de dimension relativement modeste qui essaye de relancer, entre guillemets, son industrie ou de mettre en avant son industrie, notamment lorsque l'industrie est dans une phase, entre guillemets, de prime jeunesse. On a affaire, entre guillemets, à la première puissance commerciale mondiale qui est liée par une interdépendance économique avec le reste du monde. Donc les conséquences peuvent se trouver être absolument apocalyptiques, et ce n'est pas seulement pour l'Europe. Selon vous, Hichem Lamissi, le monde a-t-il réellement raison de craindre ces taxes tarifaires que Trump a imposées, particulièrement à l'Europe, alors que l'Europe elle-même avait déjà, par le passé, toujours, si vous voulez, pratiqué cette politique de protectionnisme donc vis-à-vis de ce qui était donc produit américain? Est-ce que ce n'est pas un juste retour des choses, finalement, qui a essayé de rétablir Trump, mais que les médias occidentaux ne le livrent pas de cette manière? Alors, pour ce qui est de l'Union européenne, ce qu'il faut regarder, c'est que l'Union européenne, elle met en avant surtout ce qu'on appelle des barrières non tarifaires. Ce n'est pas forcément des taxes, c'est plutôt à travers les normes. Vous savez, calibrage, la nature, entre guillemets, de certains produits, les compositions, donc tout un espèce d'arsenal juridique qui vise en réalité à protéger les économies européennes.
c'est plutôt dans cette logique-là, d'autant plus qu'il faut prendre en considération qu'il y a aussi les engagements auprès de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui fait que la plupart des tarifications douanières, en fait, ont été pour la plupart levées et touchent des éléments extrêmement restreints du commerce international. Mais ce qui choque ici, c'est plutôt la brutalité de la mesure. C'est pas tellement le fait que les États-Unis soient engagés dans une nouvelle politique, c'est la façon dont les choses sont faites. C'est-à-dire qu'on a très bien compris quelle était la stratégie affichée de Donald Trump, qui était celle, entre guillemets, de chercher à réindustrialiser les États-Unis, chercher à faire en sorte qu'il y ait des relocalisations vers les États-Unis, voire attirer des industries étrangères qui souhaiteraient justement s'installer aux États-Unis pour profiter bien d'une énergie pas chère, d'avantages fiscaux importants et puis surtout d'accès au marché américain, un accès privilégié au marché américain. C'est ça que vise Trump. Mais ce qui est inattendu, c'est vraiment la brutalité de la mesure. C'est-à-dire que une entreprise, des groupements économiques peuvent s'adapter à une nouvelle situation dès lors qu'on leur en donne le temps, que l'évolution se fait de façon progressive. Mais là, avec des mesures aussi brutales, vous pouvez tuer en réalité des pans et entiers de l'économie, et pas seulement des économies européennes ou des économies asiatiques, même des secteurs de l'économie américaine. Moi, je ne sais pas si le président américain a réellement conscience de ce qu'il est en train de faire, si sa stratégie est clairement établie, mais on est en train de vivre quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est-à-dire une espèce de cataclysme économique provoqué par la première puissance stratégique mondiale, la première puissance commerciale mondiale, et c'est quelque chose qui interpelle et qui interroge, d'autant plus que les conséquences vont être particulièrement lourdes pour un aspect qui est essentiel pour la place économique des États-Unis, c'est celle de la crédibilité, entre guillemets, du dollar, parce qu'avec cette mesure protectionniste absolument ahurissante, parce que c'est vraiment en direction de toute la planète, eh bien, c'est comme si les États-Unis, quelque part, étaient en train d'envoyer un message au reste du monde, entre guillemets, éloignez-vous du dollar, puisque de toute façon, pour commercer avec les États-Unis, il faut du dollar. Et si les États-Unis décident, en fait, entre guillemets, de ne plus vouloir acheter de denrées extérieures diverses, industrielles, agricoles, services, etc., avec du dollar, quelque part, c'est comme si les États-Unis s'engageaient par eux-mêmes dans une accélération du phénomène de dollarisation qui a déjà commencé. Selon vous, Hichem Lamisi, dans ces cas-là, est-ce que vous ne pensez pas que ces mesures sont en train de marquer réellement un tournant dans les relations commerciales transatlantiques? Alors évidemment que ça marque un tournant, mais ça marque un tournant qui était attendu. Ce qu'il faut regarder, c'est que les États-Unis ont une balance commerciale déficitaire à l'égard de l'ensemble de l'Union européenne. Trump a voulu absolument rééquilibrer les faits. Lui, ce qu'il attendait, c'était que l'Union européenne, entre guillemets, fasse des concessions importantes sur notamment ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, les réglementations, etc., qui fermaient un petit peu le marché, notamment des productions agricoles américaines sur le marché européen. Cependant, il faut prendre en considération le fait que dans la relation entre les États-Unis et l'Union européenne, le déficit américain, comme d'ailleurs le déficit américain à l'égard de la Chine, n'est pas simplement lié au fait qu'il y a peut-être un déséquilibre dans les taxations, qu'il y a peut-être un déséquilibre dans les normes, entre guillemets, qui sont mises en avant comme des barrières, ces fameuses barrières non tarifaires, mais aussi le fait que l'économie américaine n'est pas très performante dans un certain nombre de domaines. Et ça, c'est une clé d'explication. Aujourd'hui, il paraît absolument improbable que l'économie américaine soit en capacité, par exemple, d'offrir à leur propre marché des smartphones à 500 $, ce que les Chinois sont capables de faire. Au bas mot, si vous prenez une production totalement intégrée aux États-Unis, déjà il faut attendre peut-être 2, 3, 5 à 10 ans pour que les Américains puissent proposer quelque chose, mais surtout les coûts vont être absolument faramineux et c'est au final le consommateur américain qui va payer, qui va le payer très fortement. Eh ben, justement, est-ce que vous pensez que ça va vraiment porter un coup à l'économie européenne, même si, bien sûr, il laisse une marge de manœuvre, Trump, le président américain, pour négocier, c'est-à-dire dans le bilatéral. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Union européenne et avec l'Europe, où il a quand même permis une marge de négociation, de pouvoir dialoguer, de pouvoir échanger, pour voir de quelle manière peut-être il pourrait réajuster cela. Par contre, il a refusé tout dialogue avec la Chine, qui pourtant la Chine, les États-Unis sont vraiment endettés du côté de la Chine.
Ce qu'il faut regarder, c'est qu'effectivement, pour l'Europe, il s'agit d'un énième choc systémique. Parce que si on rajoute à la fois les effets du Covid, qui ont fait beaucoup de mal aux industries européennes, plus les politiques de sanctions à l'égard de la Russie, c'est 17 000 sanctions complètement stupides prises par l'Union européenne et qui ont joué contre les intérêts de l'Union européenne en renchérissant en fait le coût énergétique qui est à l'origine de l'actuelle faillite de l'industrie allemande qui n'est plus du tout compétitive. Si on rajoute en plus les taxations tarifaires proposées par les États-Unis à hauteur de 20%, très clairement, on se dirige très certainement vers des faillites en chaîne dans les domaines industriels européens et l'Europe risque de se retrouver dans une crise économique particulièrement forte et inquiétante. Après, dans le cas de la Chine, on est dans une situation qui est quand même relativement différente, en ce sens où les États-Unis et Trump ont identifié la Chine, entre guillemets, comme ennemi numéro un des États-Unis, et en quelque sorte, il n'y a pas véritablement de surprise dans l'animosité qui est exprimée par Trump à l'égard de la Chine, et Trump d'ailleurs qui est dans une logique qui est celle de mener en vérité une guerre économique à la Chine. Il faut l'interpréter comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si les États-Unis étaient entrés en guerre contre la Chine et contre le reste du monde. Et dans le cas de la Chine, il est très clairement dans une attitude particulièrement belliqueuse et jusqu'au-boutiste, ne souhaitant pas faire de concessions en fait aux Chinois et voulant entre guillemets engager un espèce de bras de fer pour laquelle il attend une soumission en fait de Pékin aux conditions alors induites par Washington, parce qu'on a peut-être une communication auquel on n'a pas forcément accès. Peut-être que la partie américaine est en train d'exiger un certain nombre de concessions du côté chinois, notamment sur la question du yuan. Donc les Américains attendent très fortement que la Chine n'utilise plus le yuan comme valeur d'ajustement, c'est-à-dire toute cette politique de dévaluation compétitive régulière menée par la Chine, justement pour accompagner l'augmentation des salaires en Chine et puis pour permettre à l'industrie chinoise de rester toujours compétitive, de permettre aussi un accès facilité aux produits agricoles américains. Et donc, il veut renégocier en fait le cadre de la relation commerciale avec la Chine. Cependant, la direction que les États-Unis sont en train de prendre, et notamment le discours qui est tenu, l'attitude particulièrement belliqueuse et dure à l'égard d'une Chine qui, pour des raisons historiques et des raisons culturelles, n'acceptera jamais en réalité ce type d'ultimatum, peut laisser croire que la situation risque de dégénérer très sérieusement avec des conséquences très lourdes. Des mesures de rétorsion chinoises qui peuvent être non négligeables. Il faut regarder par exemple que pour tout ce qui concerne, vous savez, les matériaux stratégiques qui sont issus également de ce qu'on appelle les terres rares, lithium, etc., 80% de la chaîne de valeur est sous contrôle chinois. Et donc les Chinois ont quand même matière à rétorsion en la matière, en question, pardon. Et de l'autre côté, les Chinois aussi disposent de réserves de change en dollars très importantes et peuvent vouloir également prendre des mesures brutales en cherchant à se débarrasser à la fois de leurs réserves, de change en dollars, mais également des bons du Trésor américain que la Chine possède en quantité et provoquer un contre-coup financier qui viendra assommer derrière les États-Unis. D'autant plus que nous sommes aussi dans un rapport très différent avec des États-Unis qui disposent d'une économie très financiarisée, très dépendante des marchés, et un système économique chinois qui, bien évidemment, est un système financiarisé également, mais pour lequel le contrôle politique a une capacité d'action beaucoup plus forte. Il faut regarder aussi un autre élément, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, la Chine, dans sa relation avec la Russie, s'est sécurisée d'un point de vue dans son approvisionnement énergétique et risque de ne pas souffrir tant que ça de la hausse, vous savez, des tarifs imposés par les États-Unis. C'est-à-dire que la Chine peut arriver à compenser à travers l'accès à une économie, entre guillemets, intéressante en termes d'énergie, à travers les importations de gaz et de pétrole russe. Et en même temps, la Chine va rechercher de nouveaux marchés en remplacement du marché américain.
À ceci près qu'il faut relativiser certaines choses, c'est que beaucoup de commentateurs et d'analystes européens, occidentaux, présentent les choses de façon assez catastrophique pour Oui. l'économie chinoise, considérant que la Chine serait très dépendante du marché américain. Mais si on regarde en termes d'agrégats économiques, la relation commerciale entre la Chine et les États-Unis, elle représente en gros 3% du produit intérieur brut chinois. Du coup, les choses sont peut-être un peu plus complexes et ne sont pas Donc il faut forcément aussi graves que relativiser, ce hein. qu'on imagine pour la Chine. C'est une invitation à relativiser, d'autant plus que depuis quelques années, sous la houlette de Xi Jinping, le chef d'État chinois, la Chine s'est engagée dans une politique volontariste et affirmée, justement, de recherche, de remplacement du marché américain par d'autres relais de croissance. Et le premier marché, la première opportunité de marché auquel la Chine peut avoir accès, vous savez, c'est le presque milliard de Chinois dont le niveau de vie est particulièrement faible, qu'on ne peut pas classer comme relevant de la classe moyenne, et qui sont autant, entre guillemets, d'unités économiques appelées à consommer largement les produits, les fabrications industrielles que la Chine ne vendra plus aux États-Unis. Parce que la Chine, c'est en gros 1,5 milliard d'habitants, et sur 1,5 milliard d'habitants, on considère qu'il y a une classe moyenne dotée d'un certain pouvoir d'achat d'environ 500 millions d'habitants. Donc il y a 1 milliard de Chinois qui voudraient acheter. Donc en réalité, les relais de croissance au sein même, à l'intérieur même de la Chine, sont très importants et peuvent constituer, au prix de turbulences très lourdes, parce que ce qu'on est en train de vivre est absolument historique, eh bien en fait un espèce de matelas de sécurité sur laquelle la Chine pourra évidemment rebondir. Oui, alors est-ce que finalement le monde a raison de craindre ces mesures tarifaires? On parle très peu, par exemple, on parle de l'Europe, des craintes de l'Europe, de celles donc de la Chine, mais on ne parle pas que ces mesures tarifaires touchent également des pays africains, des pays asiatiques. Est-ce que le monde a raison de se faire du souci, par exemple, comme par exemple certains pays africains ou asiatiques qui ont été touchés de plein fouet, lorsqu'on voit par exemple qu'un pays comme le Lesotho est taxé à 52%? On se pose quand même la question, hein. Ils sont à quelques points seulement de la Chine, mais la Chine et le Lesotho, ce n'est pas pareil. Donc je disais, est-ce que, parce que l'Europe a montré des craintes, que le monde entier doit en éprouver les mêmes craintes? Est-ce qu'on ne pourrait pas inverser peut-être la vapeur, Hichem Lamisi? Non, ce que nous vivons, et il faut le dire très clairement, il faut utiliser les mots les mots idoines, si j'ose dire, on est en train de vivre un véritable cataclysme économique. Et c'est quelque chose d'absolument unique dans l'histoire. C'est-à-dire que je n'ai pas connaissance dans l'histoire de mesures unilatérales d'un pays, entre guillemets, qui s'engage dans une logique aussi irresponsable, avec toutes les conséquences derrière. Parce qu'on est en train de parler des États-Unis. Vous parliez du Lesotho. On n'a pas affaire au Lesotho qui décide, entre guillemets, de mettre des droits de douane très importants pour pouvoir relancer son économie ou développer un secteur industriel, ce qui pourrait se comprendre. Là, on a affaire aux États-Unis, la première puissance commerciale du monde, qui est interconnectée avec tout le reste de la planète. Donc, si vous prenez, vous savez, ce qu'on appelle les chaînes de valeur, les États-Unis sont présents dans cette chaîne de valeur, dans ces chaînes de valeur à tous les niveaux. Donc ça veut dire que les difficultés qui vont avoir pour conséquence la faillite d'une entreprise, d'un secteur quelque part, ça va avoir un effet domino. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver aujourd'hui dans une crise économique beaucoup plus grave que celle de 2008, voire peut-être la plus grave crise économique jamais connue, entre guillemets, depuis le début du XXe siècle, avec des conséquences absolument cataclysmiques. Pourquoi je dis cataclysmique? C'est pas le fait que la production économique est appelée à se réduire dans ses capacités, c'est toute la désorganisation économique qui va s'en suivre et toutes les conséquences économiques et sociales qu'elle va engendrer derrière. Bon, vous preniez par exemple un pays comme le Lesotho, je ne connais pas, entre guillemets, la structure ou le niveau de ses relations commerciales avec les États-Unis. Alors c'est le textile à peu près et les diamants. Voilà, donc imaginez que le textile et le diamant, entre guillemets, soient la première source de revenus du pays et que le premier partenaire commercial de ce pays, ce soit les États-Unis. Vous imaginez le désastre économique et social le pays peut être confronté, et la conséquence, ce ne serait pas simplement des licenciements, ça pourrait être l'incapacité du Lesotho à pouvoir disposer de devises qui lui permettent d'acheter tout simplement des produits agricoles et des aliments. Et donc en toile de fond, derrière, une famine.
Et c'est ça qui est C'est ça que je particulièrement grave disais. aujourd'hui. Oui, Hichem Lahmissi, est-ce que, par exemple, avec ces taxes qui touchent, par exemple, certains pays qui sont déjà pauvres dans leur PIB, est-ce que ça ne risque pas, sur le long terme, de voir certains pays disparaître ou dont le commerce et les finances complètement anéantir? Ah ben, très clairement, Anéantis plutôt, pardon. il y a des pays qui risquent de connaître évidemment une faillite économique généralisée et un effondrement économique parce qu'ils sont particulièrement liés justement aux chaînes de valeur, hein, entre guillemets, au reste du monde. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est quand même très inquiétant. Vraiment, il y a matière à réflexion sur ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui dans la manière de faire. Le plus dangereux, ce sont même pas tellement les mesures qui sont des mesures absolument extrêmes, c'est vraiment la façon de faire, la brutalité entre guillemets des mesures prises par l'administration américaine, enfin, sont quand même particulièrement inquiétantes. Le business, l'économie, elle marche sur la notion de confiance. Hein, on parle toujours de conjoncture économique. Est-ce qu'on a une conjoncture économique favorable? Est-ce qu'il y a un climat de confiance? C'est ça qui fait qu'un entrepreneur, à un moment donné, un investisseur va mettre de l'argent parce qu'il va considérer aujourd'hui que les perspectives d'avenir sont positives. Il croit dans son investissement parce qu'il sait que la situation économique est plus ou moins clarifiée. Or, aujourd'hui, depuis ces dernières années, on se rend compte qu'on a un flou géopolitique avec un risque géopolitique qui a explosé de partout. Mais en plus, si vous avez des mesures qui chaque jour changent dans un flou économique, une instabilité économique absolue, mais vous êtes en train littéralement de tuer l'économie. Je ne sais pas en fait ce qui se passe dans la tête du président américain Trump, s'il a vraiment conscience de ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il a un agenda caché qu'on ne comprendrait pas, quitte à imaginer, même sans vouloir rentrer dans des logiques complotistes, est-ce qu'on peut imaginer qu'en fait, Trump ne chercherait peut-être pas qu'une chose, c'est-à-dire à mettre en faillite, à détruire, entre guillemets, les économies mondiales, ceux qui ont été ses ennemis, c'est-à-dire tous ces milliardaires, multimilliardaires type Bill Gates, Soros, etc., en provoquant un énorme krach financier qui serait, entre guillemets, Justement, Hichem Lahmissi, est-ce qu'on se pose la question, pardon de vous interrompre, mais on se pose réellement la question. On se dit, est-ce que ces mesures tarifaires assez sévères ne viseraient pas finalement des multinationales et des hommes d'affaires, comme vous le disiez, dans la sphère à qui l'économie est plus profitable qu'aux économies des États eux-mêmes, finalement. C'est peut-être aussi ça la question. Moi, c'est le questionnement, aujourd'hui, c'est ce qui m'interpelle, parce que je n'arrive pas à trouver, entre guillemets, une attitude compréhensive et rationnelle. Or, Trump n'est pas un imbécile, il sait très bien ce qu'il est en train de faire, il est doté d'une intelligence poussée et réelle, hein, malgré tout le folklore communicationnel qui est le sien. Donc, il faut essayer de décrypter pour comprendre véritablement le fond des choses, et très certainement qu'il existe une logique à sa politique, qui expliquerait ces choix complètement démesurés. Parce que si on considère que la vision de Trump, c'est une idée de réindustrialisation, de réimplantation des industries aux États-Unis, tout à fait compréhensible, donc sa politique est logique. Mais sa façon de faire, sa façon d'agir, sa façon d'intervenir, je suis désolé, elle interpelle, parce que ce qu'il fait détruit même, j'allais dire, le tissu économique américain, conduit les classes moyennes, par exemple, qui ont travaillé en faveur de l'élection de Trump, qui ont soutenu Trump, à une situation d'inflation absolument catastrophique auquel ils vont être confrontés, avec une augmentation, entre guillemets, du coût de la vie, qui va être absolument impressionnant pour eux, avec des conséquences extrêmement lourdes. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'à travers les mesures qui ont été prises par Trump, les prix d'un certain nombre de denrées alimentaires, le prix d'un certain nombre de produits, notamment de l'électronique, du numérique, etc., vont connaître une augmentation très forte, et on va être à peu près dans la même situation. Vous savez que les pays qui ont connu des sanctions économiques abusives, et qui ont vu justement une explosion des prix. C'est ce qui va se passer pour les États-Unis. Et le problème, c'est qu'entre-temps, entre le moment où ces mesures sont prises, on assiste à une super ou hyper inflation, et le moment où il y aura une initiative américaine, ce sont des années qui vont se dérouler, sans même que l'industrie américaine soit en capacité d'ailleurs de répondre, parce que c'est pas tout de vouloir faire en sorte que l'économie américaine remplace à travers des produits américains, en fait, eh bien, ce qui était importé hier, mais c'est qu'il faut qu'ils en aient la capacité technique, la capacité intellectuelle.
et même la capacité en termes de qualité de main-d'œuvre. Merci Aujourd'hui, vous beaucoup. aviez... Oui. Oui, pardon. Oui, alors je voulais juste dire, parce qu'on arrive vraiment au terme de l'émission, D'accord. j'allais peut-être poser ma question, moi on va la laisser pour la réflexion, sait-on jamais, on y répondra peut-être dans nos prochaines éditions. J'allais dire, Hicham Lahmissi, est-ce que peut-être il n'est pas un peu plus adéquat peut-être de poser les questions en inversant la vapeur, à savoir est-ce que ces mesures tarifaires ne vont pas provoquer un mouvement commercial, un mouvement économique, et surtout faire sortir certains pays européens qui eux-mêmes protégeaient leurs marchandises et leurs produits. Est-ce qu'on va voir? Parce que franchement, pour l'instant, ça paraît un peu difficile. Alors, on pose la question, Monsieur Hicham Lahmissi, on vous laisse y répondre, mais pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, à mijoter et à réfléchir comme question. Merci beaucoup, Hicham Lahmissi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Institut international pour la paix basé à Genève, le JPRI. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros de l'échiquier international. Au revoir. Au revoir.